Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jacques Beau. Bonjour monsieur. Bonjour. Jacques Beau, vous êtes ancien colonel de l'armée suisse, ancien responsable du renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Vous avez été en contact à plusieurs reprises avec des djihadistes lors de vos missions en Afrique et en Asie centrale. Vous avez pu négocier avec eux et vous publiez cet ouvrage « Vaincre le terrorisme djihadiste » chez Max Milo, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors Jacques Beau, la France et la Belgique ont encore été frappés par ce terrorisme djihadiste avec la mort d'un professeur, Dominique Bernard, à Arras et celle de 2 personnes à Bruxelles. Alors une question qui est souvent éludée dans les médias aujourd'hui, pourquoi notre pays est-il victime du terrorisme djihadiste ? Mais il l'est, à vrai dire, un peu plus d'ailleurs que les autres pays. Surtout en raison de son action vis-à-vis du monde arabe et du Moyen-Orient, au Proche-Orient. Et comme j'explique dans mon livre, le principal moteur du terrorisme, pas seulement en France mais ailleurs, le tout c'est la manière, comment dire, le mode avec lequel on s'implique au Proche et au Moyen-Orient. Mais tous les pays qui se sont impliqués ont été touchés par le terrorisme. Le problème en France, c'est qu'on s'implique de manière plus bruyante que les autres pays. Alors qu'en France, vous avez une population qui a une sensibilité plus fine sur ces questions-là, parce qu'il y a des problèmes de compassion, d'empathie par rapport au monde arabe. Et donc, l'engagement bruyant a des incidences plus importantes en France qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres pays qui s'engagent au Proche-Orient, mais qui le font sans qu'on le sache pratiquement. Ça vient d'où notre engagement bruyant ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette manière ? C'est une bonne question. Ça, c'est une question qu'on va poser à vos politiciens, mais on l'a vu quand il y a eu par exemple des attentats en Allemagne ou en Suède. Il y a certains de vos collègues journalistes qui m'avaient dit oui, mais l'Allemagne et la Suède ne sont pas en Irak. Eh bien si, ils y étaient. Simplement, ils le font à bas bruit. Ils ont des forces spéciales qui opèrent, etc. Mais personne ne dit rien. Oui, le veto de Jacques Chirac avait fait grand bruit, mais l'implication des autres voisins européens, bon. Et vous dites qu'il n'y a pas, c'est le problème, de stratégie holistique en matière de traitement du terrorisme. Nous traitons le tactique en ignorant le stratégique. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc on a, et c'est pas particulier à la France, il faut être honnête. En revanche, en France, il y a eu, en tout cas, depuis une vingtaine, au début, il y a une vingtaine d'années, voilà, il faut dire comme ça, l'influence de la manière dont on a résolu le problème d'action directe dans les années 80 a un peu influencé la réflexion au début sur la lutte contre le terrorisme djihadiste. Et Action Directe avait été combattue par les moyens du grand banditisme à l'époque. C'est purement policier. C'est un groupe marxiste. C'est un groupe pseudo-marxiste, enfin, qui se donnait un vernis marxiste, qui était à la limite entre le criminel et le marxiste. Ils avaient l'idée d'une révolution prolétarienne, mais en fait, il n'y avait pas de substance, il n'y avait pas de militants pour poursuivre. Donc il n'y avait qu'un groupe qui faisait des actions. Mais on est vraiment dans du terrorisme très marginal. Toujours est-il qu'il a pu être vaincu grâce aux méthodes du grand banditisme, c'est-à-dire tous ces systèmes qu'on utilise pour démanteler un réseau criminel. Vous le disiez tout à l'heure en substance, et vous l'expliquez particulièrement bien dans votre livre, vous dites que nos dirigeants pensent que le terrorisme prend ses racines dans ce que l'on est et pas dans ce que l'on fait. Et d'où vient ce discours ? Oui, alors ça, c'est un peu une manière d'expliquer que le terrorisme est inévitable. Et ça rejoint la question de la manière holistique dont on approche le terrorisme. Le terrorisme a toujours une cause, et une cause très matérielle. Il n'y a pas de terrorisme qui existe comme ça simplement par la volonté de l'Esprit Saint. Il y a toujours une cause, et cette cause, elle est toujours d'origine humaine. Vous pouvez prendre le problème comme vous voulez. La religion vient en appui de ça en donnant un logiciel de fonctionnement. Typiquement, pour un djihadiste, donc, qui vient du terme djihad, qui signifie s'efforcer, résister, la notion de victoire pour un djihadiste n'est pas la destruction de l'adversaire, mais le fait d'avoir résisté à l'adversaire.
comme on résiste à la tentation de tous les jours, la tentation de faire une mauvaise action ou quelque chose comme ça. Le djihad, il y a ce grand djihad qui est cette résistance de tous les jours pour rester dans la voie de Dieu, et il y a le petit djihad qui est la résistance à une agression extérieure, mais qui est une résistance. Comme le disait d'ailleurs le chef des opérations de l'État islamique, il disait « La vraie défaite, c'est d'abandonner la volonté de résister ». Alors justement, quelle différence feriez-vous entre la résistance armée et le terrorisme ? Voilà. Alors c'est une question qui est évidemment d'actualité en France, puisqu'on avait eu le cas de cette politicienne de la France insoumise qui avait été piégée. Parce qu'on ne peut pas dire autrement. La question Madame Obono. Madame Obono, qui a été piégée par une question. Parce que quand vous demandez si un groupe est un groupe de résistance, c'est un peu comme si vous demandiez si c'est un groupe de combattants de la liberté, vous faites allusion à sa finalité. Quand vous demandez s'il est terroriste, vous faites allusion à sa méthode de travail. Or, la finalité et la méthode sont deux choses différentes. Vous pouvez très bien avoir un mouvement qui est à la fois qui a une finalité de résistance ou de liberté, mais qui utilise des méthodes terroristes pour y arriver. C'est d'ailleurs très fréquent que ça se passe comme ça. Dans mon livre sur l'encyclopédie du terrorisme, j'ai le Hamas, parce que c'est un mouvement qui a utilisé le terrorisme. Mais c'est un mouvement de résistance aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hamas, c'est l'abréviation de mouvement de résistance. Et il ne faut pas oublier, par ailleurs, que le Hamas, comme les autres mouvements palestiniens, sont des mouvements qui agissent finalement dans le cadre d'une résistance. Je dis bien dans le cadre d'une résistance. Ça ne veut pas dire que leurs méthodes soient toujours les meilleures, ni les plus légitimes, mais ils interviennent dans le cadre d'une résistance qui a été définie par la résolution 45-130 de 1990 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui donne le droit au peuple palestinien de résister à l'occupation israélienne, y compris par la force armée. Y compris par la force armée. Et ça, c'est écrit en toutes lettres. Donc, le Hamas, comme toutes les organisations palestiniennes, ont le droit légitime au recours à la force armée. Attention, le recours à la force armée ne signifie pas que vous pouvez faire n'importe quoi. Ça, c'est important aussi. Et quand on parle de résistance ou si vous voulez, la différence qu'il pourrait y avoir entre une action légitime des forces armées et le terrorisme, c'est que, d'ailleurs, en France, on fait pas beaucoup cette différence. Mais les Américains sont plus pointilleux sur la question. Quand vous regardez la définition que les militaires américains ont du terrorisme, eh bien, ils excluent toutes les actions qu'il pourrait y avoir, par exemple, comme ils ont vécu en Irak ou en Afghanistan. Voilà. Parce qu'on est dans une situation où il y a une force d'occupation et vous avez une force qui légitimement utilise la force armée, y compris les méthodes qui peuvent ressembler au terrorisme, ou s'affilier au terrorisme. L'armée américaine ne désignait pas les Irakiens comme des terroristes. Alors les talibans. Les talibans n'étaient pas désignés comme terroristes par les Américains d'ailleurs. Les talibans du Pakistan étaient considérés comme terroristes par les Américains, mais pas les talibans eux-mêmes. Et d'ailleurs, le fait de ne pas désigner les gens comme... C'est pour ça que, par exemple, tout récemment, à propos des événements en Palestine, la BBC de Londres a déclaré qu'il ne définirait pas le Hamas comme mouvement terroriste, parce que le fait de définir quelqu'un comme terroriste bloque vos options par la suite, parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Mais oui, ça veut dire qu'en amont, il y a une occupation, et donc l'occupation de qui ? Voilà. Alors après, il peut y avoir... Ça ne veut pas dire que le Hamas est exempt de fautes, n'est-ce pas ? Il peut aussi faire des fautes. Mais... il faut, et je pense que c'est la BBC, pourtant qui n'est pas vraiment pro-arabe, et surtout pas pro-palestinienne, néanmoins, ils ont, je pense, eu un raisonnement assez sage en disant on garde des options ouvertes pour développer le conflit, pour voir un développement au conflit. Ça me semble important. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que les Américains n'ont pas désigné les talibans comme terroristes.
Et finalement, ils ont fini par négocier avec les talibans. Ils n'ont pas respecté leurs accords. C'est pour ça que leur retraite s'est faite de manière aussi misérable. C'est parce qu'eux n'ont pas respecté l'accord. Les talibans l'ont respecté. Mais c'est Trump qui n'a pas voulu respecter l'accord que lui-même avait mis en scène. Et Joe Biden a continué sur la voie de Trump. Mais l'idée de ne pas pénaliser par le verbe ou le mot terroriste est aussi une manière d'anticiper une possibilité, une porte de sortie possible politique. Et ça me semble intéressant aussi dans la réflexion. On l'a vu, le président Emmanuel Macron s'est rendu récemment au Proche-Orient pour visiter à la fois Israël et certains chefs de pays arabes. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition de lancer la coalition anti-Daesh contre le Hamas ? Moi, je suis d'avis que d'une manière générale, sur ces conflits du Proche-Orient qui sont des conflits que finalement nous comprenons assez mal, parce que nous sommes face à des cultures que nous comprenons mal, je pense que nous devons profiter d'avoir le recul de la géographie pour aider les partis en présence à régler le problème de manière politique. Il y a suffisamment de passion de part et d'autre pour qu'on n'en ajoute pas avec des moyens militaires. On a vu que les coalitions en Irak, en Afghanistan, en Syrie n'ont rien apporté, n'ont fait qu'envenimer les choses en réalité. Nous n'avons fait qu'accentuer les problèmes. Et voyez-vous, aujourd'hui, je pense qu'Israël est dans une situation stratégique beaucoup plus délicate qu'elle ne l'était auparavant. On a aujourd'hui un Sud global ou reste du monde, enfin on peut l'appeler comme on veut, et qui est beaucoup plus méfiant à l'égard des Occidentaux. On l'a vu d'ailleurs, le président Biden n'a pas été plus loin que Benjamin Netanyahou. Il n'a pas pu rencontrer les Égyptiens, n'a pas pu rencontrer le prince Abdallah, il n'a pas pu rencontrer le chef de l'autorité palestinienne. Donc on voit que la crédibilité des Occidentaux est mise à partie. On voit aussi que l'Arabie Saoudite maintenant a des relations avec l'Iran. Ils sont d'ailleurs actuellement, ils travaillent ensemble. La Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran a des projets de négociation. C'est eux qui ont finalement la haute main sur des possibilités diplomatiques. Et là, les Occidentaux ont perdu un peu la main sur ces choses-là. Alors que notre rôle, notre possibilité comme observateur extérieur, ce serait justement de pouvoir intervenir diplomatiquement et non pas avec des coalitions. Il y a suffisamment, et l'armée israélienne est une armée suffisamment puissante pour traiter le Hamas. Le problème, c'est qu'ils le font mal et ils génèrent du terrorisme au fur et à mesure qu'ils agissent. Alors, ça, mais c'est un problème de stratégie, c'est pas un problème de moyens. Donc il faut les aider à avoir une stratégie pérenne et c'est là qu'est le problème. Mais ils n'ont pas besoin de notre soutien militaire. Et là, c'est aussi important. Mais sur la proposition d'Emmanuel Macron en elle-même, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense justement que c'est ajouter de l'huile sur le feu, du problème au problème. Et il ne faut pas oublier que ces propositions-là, elles ont aussi une résonance. Ici en France, vous avez une population qui, qu'on le veuille ou non, qu'on le trouve bien ou pas, mais qui, de facto, a une sensibilité beaucoup plus marquée pour les Arabes qu'il y a 50 ans ou 60 ans. Et je pense et on a vu que vous avez aussi en France d'une manière générale un problème de stabilité de ce point de vue-là, que beaucoup d'ailleurs pensent ça pourrait évoluer dans une guerre civile. Oh, bon, je ne suis pas aussi pessimiste, mais néanmoins on voit bien que c'est une préoccupation et pour éviter d'encourager cette instabilité, je pense qu'il vaut mieux ne pas montrer qu'on veut s'engager par la force. Et il est parfaitement légitime pour un gouvernement français ou autre d'ailleurs de soutenir Israël et le problème n'est pas là en réalité. Le problème il est dans la manière dont on le fait et je pense que quand on veut soutenir en l'occurrence Israël, je pense qu'il faut le faire de la manière la plus silencieuse possible. C'est souvent plus efficace d'ailleurs. Et surtout, on ne s'aliène pas
notre propre population, si vous voulez. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est vraiment un jeu d'équilibre, au propre et au figuré, entre les tentations ou la déstabilisation qui pourrait intervenir chez nous et l'évolution de la situation, une évolution dans le bon sens de la situation au Proche-Orient. Je pense que là, il y a un calcul qui manque chez Macron, mais bon, c'est pas le seul domaine. Hein. On est dans on sent quelquefois qu'il n'y a pas vraiment de réflexion stratégique. On est dans le tactique. Envoyer, faire une coalition pour venir bombarder, faire des frappes, on est dans le tactique. On a bien vu au Sahel nos militaires. Je suis suisse. Enfin, j'ai beaucoup de... c'est une partie de ma famille qui a fait les guerres sous le drapeau français, donc je peux peut-être aussi parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les militaires français dans le Sahel disaient quand on en tue un, il en sort 10. C'est la même chose qui se passe en Palestine. Peut-être pour en revenir à votre livre et à la France, vous expliquez que le terrorisme ne consiste pas à juste installer la peur et la panique dans une société. Pour vous, c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a créé le problème du Niger et du Mali et encouragé l'islamisme en Tunisie, et c'est celle de François Hollande qui a contribué à la création de l'État islamique. Alors c'est quoi, je vous cite Jacques Beau, alors c'est quoi l'origine de leur politique étrangère, les fondements de leur politique étrangère à ces chefs d'État? Alors peut-être, je ne sais pas si je l'ai formulé exactement comme ça, mais en tout cas, ce que j'ai exprimé dans mon livre, c'est que c'est le fait d'avoir déstabilisé la Libye qui a en fait déstabilisé toute la région du Sahel. Et c'est surtout comme ça que c'est perçu. J'ai été passé plusieurs fois au Mali, où j'ai travaillé d'ailleurs avec d'ailleurs les forces françaises à Bamako dans l'école de maintien de la paix à Bamako. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que les Maliens tenaient la France en grande partie pour responsable du déséquilibre qu'il y avait au Mali, enfin de l'instabilité qu'il y avait au Mali, pas seulement au Mali d'ailleurs, mais dans toute la région, évidemment, parce que la Libye avait un peu cette fonction de clé de voûte d'un système qui s'est totalement désarticulé avec la disparition de Kadhafi. Donc dans ce sens-là, si vous voulez, Sarkozy a contribué effectivement à l'émergence d'une menace au Sahel qui n'existait pas vraiment auparavant, même si les Américains prétendaient qu'il y avait quelque chose. Mais il y a des problèmes locaux, il y a des problèmes de tribus, qui sont essentiellement tribaux d'ailleurs, qui prennent souvent une allure, ils se donnent un vernis islamiste, mais on est beaucoup plus sur du conflit d'ordre tribal que sur des États islamiques ou des choses comme ça. Oui, peut-être une erreur de nos dirigeants que vous soulignez, c'est celle de croire que le terrorisme djihadiste sert avant tout un projet religieux. Non, c'est pas exact. Alors, évidemment, certains vont me dire oui, mais l'État islamique. Bien sûr, l'État islamique visait à créer un État islamique en Syrie. D'ailleurs, que les Américains avaient prévu de faire, puisqu'on a des documents que je cite d'ailleurs dans mon document, où les Américains avaient eu cette idée d'évacuer les islamistes d'Irak et de les déplacer vers la Syrie et créer une sorte de ce qu'ils appellent une principauté salafiste en Syrie. Et c'est là où l'État islamique s'est développé. Ensuite, les Américains ont combattu l'État islamique non pas là, mais lorsque l'État islamique a commencé à s'attaquer aux Kurdes, qu'ils ont pris comme des concurrents. Mais bref, on va pas entrer là-dedans. Alors oui, l'État islamique voulait bien créer son État islamique, mais les attentats qu'ils ont faits chez nous, c'est pas pour installer un État islamique chez nous. L'État islamique, il devait rester en Syrie. Le problème qu'avait l'État islamique, c'est que comme la France les bombardait en Syrie et les empêchait de faire leur État en Syrie, ils venaient chez nous et ils l'ont dit, d'ailleurs je cite d'ailleurs verbatim les messages des terroristes et ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont dit, il s'agissait de faire pression sur le peuple français pour que lui-même fasse pression sur le gouvernement Hollande pour qu'il retire ses troupes ou ses forces du Moyen-Orient. Et en suivant cela, le modèle que les islamistes ont d'ailleurs mal interprété, mais qu'ils ont pris comme modèle, c'est le modèle de Madrid en mars 2004,
où, vous le savez, après ces attentats, ce quintuple attentat de Madrid, les forces, le gouvernement espagnol a retiré les forces espagnoles de l'Irak. Le problème, c'est que les djihadistes ont interprété ce retrait comme étant le résultat des attentats, alors qu'en réalité, c'était le résultat des élections parlementaires qui ont changé la majorité, exactement, et qui ont changé le gouvernement. Donc c'est simplement la politique du nouveau gouvernement. Et pour enchaîner sur ce qui s'est passé en France récemment, Jacques Beau, vous dites qu'il ne faut pas voir l'attentat contre Dominique Bernard, ce professeur assassiné à Arras, et l'attentat contre le père Jacques Hamel de la même façon. Alors quelle différence faites-vous entre ces deux styles d'attentats ? Voilà. Alors ce sont deux attentats, quand vous les voyez, ils ont exactement la même apparence. On égorge quelqu'un, ça a la même image, si vous voulez. Mais le contexte est différent. Le prêtre Hamel, il a été tué dans le cadre d'un processus terroriste. C'est-à-dire, le terrorisme, c'est quand vous frappez successivement plusieurs fois jusqu'à ce qu'on accède à votre revendication. Et c'est valable pour c'est la même chose, le terrorisme marxiste des années 80 ou 60, le terrorisme palestinien des années 60 fonctionne exactement de la même manière. On veut des revendications et on vous frappe jusqu'à ce que vous acceptiez nos revendications ou notre demande. Dans le cas de Dominique Bertrand, on a un phénomène qui est tout à fait différent parce que ça ne s'inscrit pas dans un processus. C'est un attentat qui s'apparente davantage à la vengeance, à la revanche, à la punition. On peut trouver différentes manières de qualifier, mais c'est un attentat unique qui ne s'intègre pas dans quelque chose. Il n'y a pas de revendication associée à ça. Je te rends responsable de ça, je te tue, et fini. Le problème est terminé. Donc, le problème de de nouveau, ça a l'air de la même chose, mais dans la manière de combattre ça, c'est très différent. Combattre un processus implique qu'on peut y aller avec de la politique étrangère, de la politique, les forces armées peut-être. En fin de compte, on arrive toujours à la police, au renseignement de police, etc. Mais on a toute une chaîne d'outils qu'on peut utiliser de manière successive tout au long du processus. Alors que dans le cas de Dominique Bertrand ou d'Arras, on est dans quelque chose qui est unique, donc il devient beaucoup plus difficile à détecter, qui demande d'autres moyens pour détecter. La politique étrangère n'intervient pas du tout, alors qu'il aurait pu intervenir dans l'affaire du prêtre Hamel, par exemple. Mais dans l'affaire Dominique, c'est très peu prégnant. On est plutôt dans des affaires de politique intérieure davantage. On est plus dans une politique de communication. Parce que maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas les détails de l'enquête, mais je pourrais m'imaginer que ça a été lié à la manière dont le gouvernement français a voulu soutenir Israël. Je pourrais l'imaginer, je ne sais pas si c'est le cas, mais je pourrais l'imaginer. Dans quel cas, on a plutôt affaire à la manière dont le gouvernement communique en fonction d'une population qui a justement un regard plus empathique sur les musulmans. Donc l'approche si vous voulez, sécuritaire des deux crimes demande des outils différents. Et c'est pour ça que je fais cette distinction. C'est pas pour valoriser ou donner une échelle de l'un à l'autre. Les deux sont des crimes tout aussi horribles. La question n'est pas là. On va pas commencer à mesurer ça. Mais ça demande des outils de traitement différents. Et une palette d'outils différents. Des catégories de renseignements différents. Pour l'affaire Hamel, qui s'inscrit dans toute la chaîne des attentats terroristes que vous avez eus, qui étaient liés au Proche-Orient, vous avez des moyens de renseignement extérieurs, des moyens de renseignement au Proche-Orient, etc. Alors que dans l'affaire Dominique Bertrand, on a du renseignement qui est strictement sur territoire français. Donc c'est bien pour moi, la définition du terrorisme, c'est pas simplement un jeu de mots, ça définit aussi la boîte à outils que vous devez utiliser pour lutter contre. Le phénomène de radicalisation est aussi différent. Il s'appuie sur des prémices beaucoup plus ténues dans l'affaire Dominique Bertrand que dans l'affaire du terrorisme de l'État islamique. Ouais. Donc le mécanisme de radicalisation, plutôt le mécanisme qui va nous permettre de lutter contre la radicalisation, est aussi différent.
Et c'est pour ça que définir le terrorisme, c'est pas juste une question, comme on semble voir dans nos médias, où il s'agit simplement de punir, pénaliser, etc. Ça doit aussi donner une indication sur la manière dont on traite le problème, et surtout dont on le traite de manière pérenne. Parce qu'on voit bien qu'éliminer des terroristes ne résout pas le problème, mais souvent même l'amplifie. Alors, dernière question, Jacques Beau, pour terminer. Vous dites que la France, dans votre ouvrage, est bien le pays européen le plus touché par les problèmes liés à l'islamisme, et dans le même temps, vous rejetez l'idée que le terrorisme djihadiste soit lié à l'immigration musulmane. Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit par là que... non, je dois nuancer le propos, parce qu'évidemment, dans mon livre, j'ai 400 pages, je développe ça. Bien entendu que en France, vous avez une immigration qui résulte de politiques qui, à mon avis, ont été très mauvaises. Donc, on ne va pas revenir sur cette question-là. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a eu des mauvaises politiques. Elles ont conduit à développer une population, surtout sans vraiment l'intégrer en réalité. Il n'y a pas de politique qui a permis d'intégrer une nouvelle... j'allais dire un nouveau logiciel de pensée. Et penser que les gens vont devenir français, j'entends culturellement, c'est un peu une illusion. Les gens viennent avec un arrière-plan culturel, sociologique, religieux, etc., qu'ils vont conserver. Donc, cette politique d'immigration, c'est une chose, elle était mauvaise. Maintenant, le problème, c'est qu'on essaye toujours de faire croire que le terrorisme va être lié au fait qu'on verrouille ou non les frontières. Alors aujourd'hui, l'immigration, elle est là. Vous ne pouvez pas faire abstraction du fait qu'elle est là. Vous pouvez le déplorer, mais elle est là. Et donc, il faut tenir compte de ça. Et François Hollande avait quand même bien, au moment où les réfugiés syriens arrivaient, dit à des journalistes « Je sais que potentiellement, il y a des terroristes au sein de cette vague migratoire ». Oui, mais je pense, vous voyez, la plupart des terroristes qu'on a arrêtés après les événements de 2015-2016 étaient des gens qui étaient nés ici, ce n'étaient pas des Syriens. Donc, c'est pas... Vous voyez, quand on parle d'immigration, il y a deux choses. Il y a le flux migratoire, d'une part, et puis il y a le résultat de l'immigration. Et le résultat de l'immigration, c'est de ça que je parle maintenant, il signifie qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que les gens comprennent, ou plus exactement, on n'a pas fait comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas des ennemis. Le problème de ceux que vous avez arrêtés en 2016, c'est qu'ils ont le sentiment que le gouvernement français les considère comme des ennemis en France. À tort ou à raison, d'ailleurs. Et l'affaire Mohamed Merah est un bon indicateur de ça, puisque lui a réagi... alors on est de nouveau dans un phénomène du type... Dominique Bertrand exacerbé x10, si vous voulez, pour Mohamed Merah. Mais il n'y a pas un processus terroriste, il y a une série d'actes criminels qui ont l'apparence de mouvement terroriste, mais qui auraient pu être évités avec une politique de communication. Typiquement, juste avant les attentats de Mohamed Merah, il y avait eu des frappes à Gaza pour détruire un chef des comités révolutionnaires palestiniens. Et pour détruire un chef, on avait utilisé des bombes. Donc on a détruit un quartier enfin pas un quartier, mais disons... C'était pas les fameuses frappes chirurgicales. Voilà, c'était pas très très chirurgical du tout. Et alors ça c'est une chose, mais surtout le gouvernement Hollande a félicité le gouvernement israélien. Et c'est ça qui a déclenché l'indignation de Mohamed Merah. Et c'est à ce genre de choses, je pense qu'il faut faire attention en France. Il y a des sensibilités différentes. Donc, que l'on soutienne le gouvernement israélien, qu'on soit d'accord avec le fait qu'il lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand vous le faites de manière trop bruyante, tout d'un coup, vous avez des gens qui disent « Ouais, mais attention... c'est mes frères, et mon gouvernement traite comme ça mes frères. » François Hollande en était bien servi, en tout cas à l'époque. Voilà. Et en tout cas, voilà, votre ouvrage, Vaincre le terrorisme djihadiste, ouvrage
fondamental, essentiel, écrit par un homme de terrain, d'origine suisse d'ailleurs, et dont le pays, bizarrement, n'est jamais frappé par le terrorisme djihadiste. Parce qu'il ne s'implique pas à l'étranger. Et ben voilà. Parce qu'il ne peut pas faire des guerres à l'étranger. Merci à vous, Jacques Beau, vaincre le terrorisme djihadiste, et merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur. Merci à vous.